Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Que salut mon petit Fred. Ah Bob, salut, ça va? Dis-moi, ça te dirait de faire une vidéo sur les vieux comics? T'aimes bien ça, les comics vintage? Non. Eh ben, j'ai connu un mec de droite autrefois, il avait 10 fois plus de classe. Ah la salope. Il a raccroché. Salut à tous, mes chéris. Aujourd'hui, bande de petits vénards, on va se faire pouic puisque nous abordons de façon pétulante l'intégrale Panini de 1967, consacrée aux épisodes 28 à 39 des X-Men. Enfin, si ça vous dit. Avec grand plaisir. Ah bah t'es là, toi? Ah ouais? Des épisodes vus par les lecteurs boomers dans les stranges 28 à 39, dans les années 1972 et 73. C'est vraiment super. Mais aussi dans le Speedy 44 et 55 pour les plus jeunes lecteurs entre 1983 et 1984. C'est super. Cet album Panini d'un fort beau gabarit est compact. Toutefois, je ne saurais trop vous rappeler de faire attention avec car il est une arme de catégorie 4. D'ailleurs, fais gaffe à les charger. Alors, je sais que je pars avec un gros handicap à vouloir vous présenter cet album, preuve en est le score de l'audience sur la dernière vidéo consacrée à ces X-Men d'un autre temps. C'était pas une vidéo, mais une bidéo. Elle est bonne, mais je vais quand même tenter cette aventure. Oui, Bob, divertis donc l'audience de cette chaîne de tes talents d'animateur alternatif. Nous allons donc regarder le contenu, en un seul mot, de cet album, si vous le voulez bien. Et je suis très content de ce choix. L'es-tu? Tu as acheté une salade pour cette blague végétale? Oui. Blague de youtubeur 2010. Je suis vieux! Vous ne me méritez même pas. Mais ne perdons pas plus de temps et que cette vidéo apporte bonne humeur, joie et félicité dans le cœur de tous les hommes. La motivation qui m'habitait dans l'introduction de cette vidéo m'a quelque peu quitté après la lecture de ce bousin. Je ne vous cache pas mon désappointement après lecture et j'ai du mal à trouver les mots. Et c'est quand même de verbaliser, nous t'en serons gré. Mais petit verfadé bedonesque, je ne vais pas vous mentir, mais en lisant cette intégrale velue, j'ai vraiment ressenti l'essoufflement de la magie de l'âge d'argent. Ah! Pour tout dire, je ne dirais pas que la qualité de l'écriture décline, car pour qui veut être honnête, cette écriture n'a jamais été très bonne dès le début. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais si ce n'est pas le cas, et que vous pensez le contraire, mettez-le dans les commentaires, mais de vous à moi, vous êtes sacrément chelou. Ou dépressif. Ce qu'on remarque dans cette intégrale 1967, c'est qu'à mesure que les moteurs de narration se solidifient, les idées rapides et furieuses des débuts qui avaient fourni l'énergie nécessaire pour rendre les comics populaires et transformer leur médiocre écriture en récits attachants, ne le sont plus. Est-ce que tu peux définir le mot attachant pour que tout le monde soit sûr de bien te comprendre? Alors non, parce que j'ai pas que ça à foutre. Ah bah au moins c'est clair dans ton attention. Dans ces épisodes des X-Men, Roy Thomas écrit avec plus de sérieux, mais ça ne suffit pas à faire aimer les X-Men du public. Il faut dire que ces élèves dociles et leur professeur X sont quelque peu les prototypes des héros constipés qui nous empêchent à la lecture de leur aventure de pousser sur nos chakras. C'est de la merde. Les X-Men sont peu pétaradants, Xavier est très pédant. Et combien de sociétés constipées ont choisi pour chef un trou du cul? C'est d'ailleurs la dernière année complète du scénariste sur la série, car il quittera ensuite le titre au milieu de l'année 68. Passionnant ce que tu nous racontes. Il faut dire que Roy Thomas n'arrive pas à nous offrir des méchants qui ont de la gueule. D'ailleurs, sans rentrer tout de suite dans les détails, il me suffit d'éplucher la liste des méchants de cette intégrale pour constater qu'ils n'ont pas l'onctuosité d'un poireau épluché. J'adore goûter le poireau quand je l'épluche. Titre. Prenons le cas du hurleur qui commence comme un super criminel, pas très crédible et assez peu présentable, synonyme pour moi de cheap. Au début, Roy Thomas voulait que ce soit une femme, car dans le folklore irlandais, la Banshee est une femme, mais Stan Lee n'a pas voulu, arguant que les méchants masculins plaisaient plus au lecteur. De même, il était gênant de voir qu'une équipe de X-Men pouvait tabasser une femme seule, donc ils ont opté pour un homme. Ça passe mieux de tabasser un homme? Visiblement, d'après Marvel de l'époque, ces dames n'étaient là que pour offrir charme et volupté. Un peu comme toi, Scarlett, ô divine incarnation du péché originel et du mot désir, créature de l'animation de tout contenu pantalonesque. Je me sens gênée. Je peux partir? Alors va, Scarlett, et ne sois plus un objet de scandale. Non, bah tout compte fait, je vais rester alors. L'affirmation de Roy Thomas selon laquelle Stan Lee pensait que les méchants n'étaient pas populaires semble plausible, étant donné que les deux méchantes les plus convaincantes de l'époque étaient la Scarlet Witch et Black Widow. Les deux nénettes finissent quand même comme héroïnes, hein. Tout à fait, et tu fais bien de préciser Scarlett. Certains pensent que c'est de là que vient l'idée selon laquelle les méchantes femmes ne sont pas populaires. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, je vais te le dire avec exemple à la pluie. Fort
bien, montre-moi. Pas besoin d'avoir épluché le lore marvelien pour comprendre que les super-héros résolvent souvent la plupart de leurs problèmes par la violence, qui ne se résume pas à de simples salades de doigts dans la tronche. Et ça la foutait mal de voir les X-Men tabasser à grand renfort de beefsteak à 5 branches et de coups de panard dans la gueule la sorcière écarlate, parce que les X-Men mettaient souvent leurs pieds où ils voulaient. Et c'est souvent dans la gueule. Pensez aussi à Medusa, qui était un membre éminent des Frightful Four, mais je me ne souviens pas que Reed, Johnny ou Ben aient participé directement à de grands combats contre elle. Et sinon, une autre anecdote plus intéressante peut-être à nous raconter. Oui, bien sûr, c'est amusant de voir comment les X-Men détiennent le record du plus grand nombre d'ennemis qui finiront par devenir membres de l'équipe. Ici, dans cette intégrale, on a Mimic et le Hurleur, puis bientôt Changeling, et même je vous rappelle que Quicksilver a été membre de X-Factor. Pas un X-Man, mais X-Factor, je le précise, avant que ça commence à s'affoler dans les commentaires. Sans oublier encore plus tard Rogue, Magneto, le Fléau ou même Emma Frost. Et bah cette remarque judicieuse n'en reste pas moins inintéressante, gros. Pour poursuivre avec les méchants, on a dans l'épisode 29 l'introduction de Factor 3. Vous savez, cette organisation qui voulait devenir la troisième puissance du monde face aux États-Unis et à la Russie, composée de bolosses genre le Cerveau, le Colosse, le Fantôme, Unus, l'Ogre et j'en passe. Pour les autres méchants de cette intégrale, il y a aussi un personnage appelé le Devin dans le numéro 30. C'est en fait Merlin et Roy Thomas en fait un personnage médiocre et vraiment peu intéressant. Et ça continue encore et encore, et c'est que le début d'accord, avec des méchants qui puent du fion, puisque dans l'épisode 31, il y a Cobalt Man, le premier super criminel qui ressemble à Iron Man, mais en version bleue. Bleu comme le ciel azuréen. Non, comme le cobalt. Bon, sinon, c'est le grand retour du Fléau dans les épisodes 32 et 33, et ça m'a fait comme une sorte de fussoir. Alors pour l'anecdote sur ces deux épisodes, il faut que vous le sachiez, le Fléau remplace Outcast qui aurait dû être le protagoniste. Mais ce monstre méconnu fut jugé trop choquant pour les petits bambins par le Comics Code Authority. Il a donc été dégagé de l'histoire et de la couverture, un peu comme dans... La vache qui rit. Oui, c'est ça, dans La Vache qui rit. Dans le numéro 34, les X-Men rencontrent Tyrannus et l'Homme Taupe, et là, même si c'est que du réchauffé, nous verrons qu'il y a quand même un intérêt à lire cette histoire. Tu t'es vraiment éclaté dessus? Oui, mais je suis plutôt quelqu'un de dépressif. Dans le 35e épisode, histoire de faire dans le putaclic, les X-Men rencontrent l'araignée, mais c'est vraiment histoire de faire gonfler les ventes d'une saga en manque de public. Dans l'épisode 36, nous avons un méchant qui n'entrera pas dans les annales. Ce qui est normal car il est beaucoup trop gros. Et le gars s'appelle Mécano. Et là tu nous fais une blague sur les mécanos, j'imagine. Non, pas ici, on est sur une chaîne de passionnés quand même. Côté dessin, Werner Roth dessine avec le pétou, et c'est moche comme le vieux cul d'un cynocéphale. Il y a également Rossandro, qui à ce moment-là de son histoire n'est pas encore bon, si ce n'est qu'il a eu l'idée géniale d'apporter de nouveaux costumes aux X-Men, histoire d'affirmer leur maturité, comme s'ils étaient devenus des adultes et non plus des adolescents, boutonneux avec du poil naissant. J'aurais même envie de dire qu'à ce moment-là de leur existence, les étudiants de Xavier se sont enfin débarrassés de leur irresponsabilité et de leur justification de la nullité par l'absence de passion qui caractérise toute la génération Z d'aujourd'hui. Rire de droite. Mais les cerveaux de Roy Thomas et de Rossandro ont beau faire l'amour pour apporter un plus à la saga, les ventes n'ont pas décollé comme les salaires des Français qui se lèvent le matin pour aller trimer dans leur boulot non gratifiant et qu'on sollicitera pour payer les cotisations sociales des oisifs et des inutiles. Ô range, ô désespoir, n'ai-je donc travaillé pour tant d'assister? Rire de droite. Essaye de recadrer le propos sur les comics. La saga est agonisante et on le sent bien à la lecture de cette intégrale. C'est le genre de comics qui te donne l'envie de te jeter par la fenêtre depuis le rez-de-chaussée. Mais voilà que je m'appesantis sur quelques considérations oiseuses et entrons à présent dans l'analyse pompeuse de chaque épisode. Et de vous à moi, j'essaye de trouver de l'énergie positive et de la synergie de groupe pour vous présenter cet album, mais la mort du fun me gagne soudainement de façon subrogative, rien qu'à l'idée de reprendre tous les épisodes les uns après les autres. Mais arrête de niquer la magie du truc, sombre tas de merde. Le Uncanny X-Men 28 date de janvier 1967. Il est écrit par Roy Thomas et dessiné de façon dégueulasse par Werner Ross, assisté de Dick Ayers à l'ancrage. La génération X a pu le lire dans le Speedy 44 en septembre 1983. Le Hurleur utilise ses pouvoirs pour voler du tabac et des peintures de paysages écossais. Oui, vous avez bien entendu, voilà à quoi lui servent ses pouvoirs de criminel. On est là au niveau 0 du scénario et du machiavélisme. Tu m'étonnes. Le Hurleur travaille pour un groupe appelé Factor 3 avec un gros gars adipeux visiblement adepte de multinationales du bourrage de mou et de la boisson gazeuse appelé l'Ogre, un non-mutant qui construit des gadgets. Le Hurleur porte un bandeau sur la tête qui explosera s'il désobéit aux ordres de Factor 3. Bien que ce bandeau soit explosif, il continuera de le porter pour le reste de ses apparitions dans les années 60, et il disparaît sans explication dans Captain America 172. L'Ogre a localisé le quartier général des X-Men et avec le Hurleur, ils attaquent les étudiants de Xavier, dont les costumes craignos sont interdits aujourd'hui dans 51 États de la planète. Ah, je savais pas. C'était vraiment très intéressant.
En tout cas, c'est une mauvaise idée que de s'attaquer au QG des X-Men, car ces derniers ont avec eux Mimic, et c'est un personnage super cheaté qui fait passer l'ensemble des X-Men pour des secpas. Mais les X-Men parviennent à vaincre l'ogre et le hurleur en partie en se collant de la cire ou éventuellement des tampons de coton dans les oreilles. Oui, le scénariste n'en a plus rien à branler à ce niveau-là de l'histoire. Dans le genre, ce dessin va faire exploser tous ceux qui ne jurent que par le film de Barbie, vous savez, cette apologie du féminisme sponsorisée par Mattel, qui va vendre encore plus de poupées sexualisées, symbole de la femme objet. Bref, ici on découvre un panneau où le fauve, avec la finesse d'un gros beauf, dit à Marvel Girl qu'elle fait honneur à son sexe pour lui avoir tendu un tournevis lorsqu'il a demandé des pinces. Une brave fifi, la Jean. Oui, je suis d'accord, c'est abusé. Mais heureusement, Panini va lisser tout cela dans un échange aussi inconsistant que la métaphysique du rien de Mathilde Panot ou du gerbotron fascinant d'une émission avec Pascal Praud. Ça balance pas mal aujourd'hui. Non, j'emploie juste des comparaisons compréhensibles pour tous les camarades téléspectateurs. Ok. Autre scandale, c'est qu'on ne peut que constater les traits disgracieux du hurleur dans les dessins. Il est dessiné de manière très grotesque. Je ne sais pas si Werner Roth avait une mauvaise opinion des Irlandais ou s'il était initialement destiné à être défiguré, mais le visage du hurleur est simiesque. On se demande si Werner ne s'était pas trop appuyé sur les caricatures limite borderline faites sur les Irlandais depuis le 19e siècle qui n'auraient pas déplu aujourd'hui à CNews. Pendant au moins 100 ans, ils ont été représentés avec des nez retroussés et des traits du visage allongés, un genre de grille standard de visuel pour dessiner les Irlandais parmi les dessinateurs américains et anglais, comme les dents de cerf des Japonais ou les nez crochus des Indiens, peu importe si la convention avait un quelconque fondement dans la réalité. Roth semble suivre un stéréotype bien établi. Et là, le hurleur est définitivement caricatural. C'était encore une pratique semi-courante dans l'industrie de la bande dessinée dans les années 60, même si les noirs n'étaient plus dessinés comme Ebony White dans The Spirit. Ce qui est frappant, c'est que le hurleur ne ressemble même pas à une vraie personne. Bref, la conception de Roth d'une banshee ressemble à un singe, et elle semble toutefois ne pas être la sienne. Je pense qu'il imite simplement les caricatures racistes populaires des Irlandais qui remontent au 19e siècle. Toutefois, que quelqu'un pensait que ce genre de stéréotype était encore acceptable en 1967, c'est assez déroutant. Demande à Pascal Praud ce qu'il en pense. Mais enfin, ça va pas! Surtout si on considère à quel point les traits caricaturaux et disgracieux du hurleur semblent déplacés par rapport aux autres personnages de la bande dessinée. Dans le numéro 29 de février 1967, que la génération X a lu dans le Speedy 45 d'octobre 1983, les X-Men affrontent le Super Adaptoid qui est aux Avengers, ce que le Super Skrull est aux 4 Fantastiques ou Mimic aux X-Men. Dans ce numéro, Roy Thomas a l'idée amusante de faire affronter Mimic et le Super Adaptoid. Mimic est capable de reproduire les pouvoirs de l'Adaptoid et vice-versa. Mais Mimic est capable d'utiliser les pouvoirs du Professeur X pour contrôler mentalement l'Adaptoid et l'obliger à perdre tous ses pouvoirs d'Avengers, mettant ainsi fin au combat. Il est assez surprenant de voir que les pouvoirs de Xavier fonctionnent sur les robots. En fait, le problème de la présence de Mimic chez les X-Men, c'est qu'avec lui, les X-Men n'auront jamais aucun ennemi capable de les battre, car Mimic sera capable d'utiliser les mêmes pouvoirs que le méchant. Ouais, c'est pas faux. Au final, pour s'en débarrasser, Roy Thomas le fait passer pour un gros crétin, en déficit de capital intellectuel et de civilité, qui ne s'entend pas avec le groupe. Et tu vois le genre de connard qui chie partout sur ton carrelage et qui te planque la serpillière. Et au final, Xavier le vire de l'équipe. Vous noterez que sur la première page, Jean a une jupe. Une jupe? Oui, une jupe très courte pour faire du patinage, chose qui à mon avis est sans intérêt tellement Jean est dépourvue d'atouts calipige. Mais malgré tout, la jupette ne manqua pas à l'époque de choquer une partie du lectorat américain. Dans le 30e épisode des X-Men, paru en mars 1967, les X-Men affrontent le devin aka Merlin. Chez Marvel, ce n'est pas un magicien, mais un démoniste qui est déjà apparu dans Journey into Mystery numéro 96. La note de bas de page l'appelle Thor 96 et fait également référence au Thor annual numéro 2 qui a réimprimé cette histoire. Oui, je sais, j'ai fait des recherches, alors laisse pause blow pour encourager mon boulot et abonne-toi pour améliorer ton cosmos. Putain, c'est moi ou t'articules comme un lundi aujourd'hui? Pour des raisons de court délai de préparation de cette histoire, Jack Sparling du Golden Ager dessine la page de l'artiste habituel, à savoir Werner Roth. L'histoire commence avec un complot de Merlin qui se fait désormais appeler Warlock, comme vous le voyez dans la version originale. Warlock a un plan pour rendre tout le monde aussi stupide qu'au Moyen-Âge, en fait c'est son plan, hein, c'est ce qu'il désire le plus. Puis il pourra conquérir le monde en utilisant la technologie moderne. Au passage, il bloque le pouvoir mental de Xavier, et il ne dit pas non à l'idée que Jean ferait une très jolie épouse. 15 ans et 3 mois, c'est la majorité sexuelle, il est dans les clous. Oui, enfin bon,
non, quand même. Oui, bah t'as oublié les fois où tu joues au docteur avec la petite Nathalie. Mais j'ai jamais joué au docteur avec la petite Nathalie. Excepté une fois au chalet. Bon, finalement, il va se faire défoncer le pétou par les X-Men, et on ne va pas s'éterniser sur cette histoire pas top. Dans l'épisode 31, sorti en avril 1967, les X-Men affrontent Cobalt Man. Ce numéro s'ouvre sur une jolie image d'Angel s'entraînant dans la salle des dangers. Je ne sais pas vous, mais moi, ce plan d'ouverture me rappelle le numéro 139 publié dans le Special Strange 34 en décembre 1983. Notons comme Amélie l'apparition de Candy Southern. Cette apparition féminine élimine enfin la rivalité entre Angel et Cyclope pour la jolie Rockwood et ouvre la voie à Jean et Scott pour enfin commencer à sortir ensemble. Et alors il semblerait que cette Candy Southern soit issue de la fascination de Roy Thomas pour le nouveau journalisme. Et le nom de Candy Southern est probablement une référence à Terry Southern. C'est qui, me demanderez-vous? Oui. Eh bien, il faut que vous le sachiez, Terry Southern a coécrit un roman pornographique intitulé Candy sur une jeune femme nommée Candy Christian qui se retrouve dans des situations habituelles d'un protagoniste de roman pornographique à Greenwich Village. T'arrives encore à me surprendre, hein, c'est fou. Hein. Ce bouquin est devenu une sorte de best-seller accidentel publié en 1968, comprenant des apparitions de Marlon Brando, Ringo Starr, James Coburn et Richard Burton. Ouais, non mais... on s'en fout. Quant à Cobalt Man, parce qu'il faut bien en parler, eh bien c'est un employé de Tony Stark qui s'est mis en colère lorsque Stark n'a pas voulu dévoiler le secret de l'armure d'Iron Man. Il a donc démissionné, créé sa propre entreprise et construit son propre costume. C'est du vol et du plagiat. Sauf qu'il l'a fabriqué en utilisant un alliage de cobalt radioactif, ce qui signifie que s'il porte la combinaison pendant plus de 2 heures, elle risque d'exploser dans une explosion nucléaire qui emportera la moitié de Long Island. Combinez cela avec un méchant coup sur la tête avant d'enfiler le costume, et ça nous donne un méchant pété du pétou et assez cheapos. Dans les épisodes 32 et 33, on apprend que Xavier a récupéré le corps comateux de son demi-frère et il s'efforce de le vider de son pouvoir, puis de le réveiller. Forcément, ça tourne mal, et voilà le fléau en liberté et inarrêtable. Contacté par Facteur 3, le Juggernaut, comme on dit en anglais, essaye de rejoindre l'Europe pour se joindre à l'organisation, mais privé de Xavier, qui est dans les choux, les X-Men seront quand même sur sa route. Dans la version Panini, les traducteurs français ont effacé la condescendance de Cyclope vis-à-vis de Jean, mais je vous ai retrouvé la version originale où Scott est vraiment un gros connard avec la femme qu'il aime quand il la traite de bonne fille. Quel connard! Après, il faut dire que Jean est comme Jane Richards dans les années 60 et dans toutes ces histoires, et s'il fallait vraiment donner un nom significatif à la Rockwood, il ne faudrait pas l'appeler Jean, mais plutôt personnage fonction. Ah. Ouais, Bref, je vous laisse découvrir comment les X-Men arrivent à vaincre le fléau, et lorsque le groupe retourne à l'école, ils découvrent que le professeur a été kidnappé. En juillet 1967, dans l'Uncanny X-Men 34, que les générations X ont pu lire dans le Speed des 50, Dan Atkins, qui est normalement un encreur, est exceptionnellement au dessin. Il s'agit très probablement d'un remplacement de dernière minute. Une fois, moi? Non, on n'a pas le temps, Scarlett. En tout cas, l'histoire interrompt l'intrigue du Facteur 3 pour une histoire qui fait avancer la guerre entre Tyrannus et l'Homme-Tau, ce qui n'est pas exactement une intrigue des X-Men d'ordinaire. Mais bon, il s'implique lorsque Ted Roberts contacte Jean Grey et lui demande si elle peut demander à ses amis les X-Men de l'aider à retrouver son frère Ralph, alias l'Homme Cobalt, qui a été kidnappé par Tyrannus et qui semble forcé de construire un robot pour rivaliser avec celui que l'Homme-Tau possède déjà. On dirait que cette phrase était longue. L'originalité de ce récit, c'est qu'au lieu d'avoir l'un des deux monarques en train de menacer à tour de rôle les X-Men, on a ici une véritable guerre entre les deux royaumes souterrains dans lesquels les X-Men ne sont que des acteurs au milieu des autres combattants. Et c'est intéressant car cela fait progresser le récit sur la guerre de Subterranea. Tu peux dire un truc? Non. Je passe très vite sur l'épisode 35, qui n'est que prétexte à voir l'araignée et les X-Men se mettre sur la tronche pour le plus grand bonheur des lecteurs de l'époque. De même, ne perdons pas de temps avec le 36e épisode où les X-Men affrontent Mécano avec sa tête à manger de l'origan dans l'Oregon. L'image est assez étrange. Oui, j'avais que cette blague en tête. C'est pas ouf. Oui, et c'est le cas aussi de cet épisode 36. Et l'album Panini termine avec un récit en 3 parties, regroupant les Uncanny X-Men 37 à 39. Cet arc finalise le scénario de Factor 3. Et c'est un peu décevant. Le Factor 3 s'avère être constitué de 4 vieux méchants mutants avec le Mastermind, le Vanisher et son loup à bosser dans une MJC, Unus, et j'ai bien dit Unus, et le Blob auquel vient s'ajouter Changeling. Tous travaillent pour un mutant appelé The Mutant Master, qui s'avère être un adversaire de type extraterrestre bien baveux et tentaculaire. Je me demande si Roy Thomas connaissait la série de science-fiction Perry Rhodan en Allemagne. Il y avait aussi un méchant extraterrestre appelé Maître Mutant. Tu en sais des choses, gros. Eh, c'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 5 les enfants. Les plans de l'extraterrestre ne semblent pas vraiment nécessiter
nécessiter l'utilisation d'autres mutants parce que son plan est simple, il veut déclencher une guerre nucléaire pour anéantir toute vie sur Terre. Alors je veux bien admettre que ce maître des mutants utilise les autres mutants de Factor 3 comme dupes, mais bof, ça ne colle pas. Et quand tu lis ça, tu te dis, ah ok, tout ça pour ça. Donc à part le fait que les X-Men font la bagarre et battent un extraterrestre et quelques méchants, la résolution de ce qu'était un scénario qui était en préparation depuis longtemps n'a pas beaucoup d'importance et retombe comme un soufflé au fromage. Côté artistique, c'est colorié avec le cul. Regardez le mutant Master portant les couleurs de Changeling, c'est vraiment dégueulasse. À la fin de cet arc, Marvel Girl présente à l'équipe une autre série de nouveaux costumes. Seul intérêt pour donner une jolie couverture au numéro 39, repris par la couverture du Strange 40 en avril 1973. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Instant couture. Le nouveau costume de Cyclope deviendra bien sûr son standard à l'avenir et Jean utilisera le sien pendant un moment. Je pense que sa jupe est incroyablement courte, mais les mini-jupes étaient en fait à la mode à l'époque. Le fauve utilisera quelque chose de similaire au début de X-Factor. Et Iceman n'a pas vraiment besoin de costume. Mais celui d'Angel est assez horrible, et comme le souligne Roy Thomas dans l'intro de Marvel Masterworks, The X-Men Volume 4, les bretelles donnent l'impression que ses ailes ne font pas vraiment partie de son corps. C'était l'instant couture. Alors quel bilan dresser de cet album? Je suis certaine que tu es ravi d'avoir goûté à ce paradis sucré. Alors non, et en premier lieu, je ne remercie pas la personne qui m'a offert cet album, car même si ça part d'une bonne intention, cet intégral X-Men 1967 est dans ma bibliothèque au milieu de ma collection des albums X-Men, comme un micro-poil dans la bouche. Oh tu sais, moi j'ai l'habitude avec ça. Déjà à l'époque, quand je lisais ces épisodes dans Speedé, je n'étais pas emballé, rien de bandant pour faire simple. Et pourtant, vous savez que même si je ne descends pas des Gaulois, j'ai toujours la Gaule. Et ben, pas avec cette série des X-Men. Je garde un mauvais souvenir de ces lectures dans Speedé, un peu comme l'asperge. Pardon? C'est l'angoisse quand on te force enfant à bouffer une asperge par le bout de la queue. Titre? Et ben là c'est pareil, je garde un mauvais souvenir de mes années speedées qui est confirmé par la lecture de cet album. Je le conseille juste à ceux qui sont fans des premiers X-Men, mais sinon il est dispensable comme tous nos hommes politiques. Et j'imagine qu'il saura séduire des geeks amateurs de cette époque, et je respecte ça quand même. Mais bon voilà, j'ai pas du tout aimé, mais comme je sais que vous aimez me voir souffrir à lire des comics de merde, parce que vous êtes de mauvais humains, eh bien j'ai accompli ma mission d'utilité publique afin de vous éviter la lecture de ce moment cringe de l'histoire des X-Men. Voilà les Spotsblow pour encourager mon abnégation. N'achetez pas chinois, ni ce bouquin, et abonne-toi pour récompenser mon boulot. Laissez vos impressions sur ce bouquin dans les commentaires, et si vous écrivez depuis la province, n'oubliez pas de faire le 16-1 avant de composer votre texte. Merci à Scarlett d'être venue, une fois de plus pour apporter une plus-value visuelle et une tension sexuelle à cette émission. Pas de rien ma gueule. As-tu aimé cet album? Pas autant que la petite blanquette de veau à l'épicerie d'à côté. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bonne, un peu comme toi d'ailleurs. Oh bébou, t'es trop chopinou. Voilà, je rends l'antenne à Cognac G, c'était Mademoiselle Scarlett et Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À très bientôt les geeks. Je sais où tu vas! Je sais que je te bute, enculé! Ta gueule! Mais enfin, ça va